Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc en direct à Marseille, depuis le City Center au Vieux-Port. Je suis Christian Carrega, je suis le directeur général de l'Aprefond et je vous remercie de votre présence sur place et pour ceux qui nous regardent sur YouTube en direct. Alors, je suis avec le président de l'Aprefond. Bonjour Monsieur le Président. Bonsoir. Au programme de cette émission Préfond TV, un point d'actualité sur l'actualité de l'Aprefond, un point de conjoncture, et puis nous aurons un grand débat dans le cadre de la semaine de la finance responsable, autour de la finance responsable justement. Et puis nous terminerons cette séquence avec une série de questions-réponses que vous avez commencé à nous poser, que vous pouvez nous poser par SMS sur le numéro qui va s'afficher sur vos écrans. Alors, on ne pouvait pas ne pas parler de la crise sanitaire. Ici, donc à Marseille, au Vieux-Port, toutes les mesures sanitaires et les gestes barrières sont respectés. Et donc nous allons tout de suite démarrer l'émission et donc tout de suite le point Préfond. Donc une nouvelle émission, Préfond TV à Marseille, en direct. J'accueille donc Monsieur Philippe Sebag, le président de Préfond. Alors, première question, pourquoi Marseille et pourquoi ce format? Alors pourquoi Marseille? Parce que d'abord, nous sommes deux régionaux de l'étape, donc on revient aux sources et ça nous fait toujours plaisir de revenir à Marseille. On n'était pas venu ici depuis 2010, je crois. À Marseille, il y a quand même à peu près un peu plus de 8200 et quelques affiliés, donc ce qui représente quand même un certain public à qui il faut qu'on s'adresse. Mais comme l'ensemble du public, l'ensemble de nos affiliés, je pense qu'on a aujourd'hui développé un certain nombre d'outils pour pouvoir vous parler, pour pouvoir communiquer. Alors vous connaissez pour les affiliés ce qui existe en termes de véhicules papier comme Préfond Info. Nous avons aussi innové en faisant des podcasts thématiques sur lesquels on peut également vous apporter un certain nombre de réponses. Et puis on a souhaité également modifier un peu ce format où nous venions vers vous, un peu sous forme un peu de colloque, mais qui pouvait être un peu austère. Donc on a créé cette télé qui peut être vue partout en France au même moment ou en rediffusion. L'important pour nous, enfin pour moi, président, qui suis fonctionnaire et qui suis bénévole dans cette organisation et donc dans cette association, il est pour moi, au-delà de mon quotidien où je m'adresse à des fonctionnaires au quotidien, de m'adresser aussi aux autres fonctionnaires qui sont affiliés, vous en l'occurrence. Et donc c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui devant vous. Alors, Monsieur le Président, vous avez évoqué quelques chiffres. On va peut-être passer en revue quelques éléments. Dans les Bouches-du-Rhône, 168 000 agents publics. 5% de ces agents publics cotisent à l'Aprefond, ce qui correspond à peu près à la moyenne nationale. Un taux d'agents pour 1000 habitants de 78, donc 78 agents publics pour 1000 habitants, ce qui là aussi est un peu dans la moyenne nationale en termes d'importance de la fonction publique. En termes de cotisation, vous l'avez dit, 8 236 cotisants à l'Aprefond, avec une moyenne d'âge autour de 51 ans et une classe moyenne de cotisation entre la 7 et la 8, et donc ce qui fait 1 230 € en moyenne de cotisation par an. 58,5% de cotisants des Bouches-du-Rhône sont des femmes, ce qui est un peu inférieur à la moyenne nationale, puisqu'on observe qu'au niveau national, un peu plus de femmes cotisent, autour de 51 à 52%. Et puis en phase de cotisation, 71% des cotisants ont choisi la reversion. Alors vous voyez, les choses s'inversent sur la partie allocataire. Donc les allocataires sont les personnes qui touchent une rente. Aujourd'hui, vous êtes 2733 dans les Bouches-du-Rhône. 54% de ces allocataires sont des femmes. Et le nombre d'allocataires qui ont choisi la reversion est plutôt en baisse, 25% qui ont choisi la reversion au profit de leur conjoint. Monsieur le Président, dans l'actualité récente, on a beaucoup parlé de la loi Pacte. Peut-être vous pouvez nous en redire quelques mots? Alors la loi Pacte dans son ensemble, peut-être pas, mais en tout cas ce qui peut nous intéresser à nous affiliés au niveau de Préfond. Alors c'est une volonté politique pour, j'allais dire, faire utiliser en tout cas l'épargne et l'épargne retraite pour la réinjecter un peu dans l'économie. Et un chiffre, c'était un objectif de passer de 200 milliards d'encours à un peu plus de 300 milliards pour financer cette économie.
Et donc cette loi Pacte a modifié essentiellement l'épargne retraite en France, puisqu'elle fait passer finalement une mécanique qui était exclusivement, en tout cas en ce qui concerne Préfonds, en rente, en versement en rente au moment de la sortie, alors que là maintenant il va y avoir des possibilités, il y a des possibilités de sortie partielle ou totale en capital avec des accompagnements et des spécificités fiscales qu'il faut regarder à l'aune de chaque foyer fiscal que vous représentez. Mais en attendant, il y a cette nouveauté qui était d'ailleurs demandée par les affiliés de pouvoir sortir parfois aussi en capital, même si nous l'avions prévu, puisqu'il y avait déjà une possibilité de sortir à 20% en capital. Donc pour nous, la difficulté, ça a été d'intégrer le régime initial, donc le régime préfonds, dans cette mécanique de PER. Donc pour dire les choses comme elles étaient, il fallait qu'on le rende compatible, parce qu'on ne souhaitait pas évidemment tuer le régime préfonds, parce qu'il a plus de 50 ans d'existence, qu'on y tient et qu'on souhaite qu'il perdure encore longtemps. Donc on a travaillé avec les équipes pour faire du lobbying auprès du Trésor, et nous sommes arrivés à une conclusion technique, et aujourd'hui, préfonds et PER compatible, c'est un PER, et il bénéficie de tous les avantages de la loi Pacte aujourd'hui, en termes de sortie notamment au moment de la liquidation. Vous l'avez dit, depuis le 1er décembre 2019, préfonds retraite et PER, ça veut dire que deux éléments à retenir, la souplesse que vous avez évoquée, Monsieur le Président, à juste titre, on va pouvoir aujourd'hui choisir du capital ou de la rente ou un mix des deux. On va également pouvoir sortir une partie de son épargne retraite en vue de l'acquisition de la résidence principale. Mais surtout, et c'est le point important qui nous a beaucoup mobilisé avec les pouvoirs publics, c'est le maintien des garanties que vous connaissez, qui ont fait le succès de ce régime préfonds retraite. C'est cette sécurité parfaite qui fait que pour chaque euro versé, vous connaissez avec certitude le montant de la rente à 60 ans, et vous savez que cette rente ne pourra pas baisser. Donc ces deux particularités-là sont maintenues, et c'est ce que nous devions à la confiance de nos affiliés. Alors, ce passage en PER a été plutôt bien apprécié dans la presse et par nos affiliés. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots ? Alors, c'est difficile aujourd'hui d'en parler. Enfin, en tout cas, on est un peu mari de la situation, parce qu'effectivement, on avait des premiers résultats qui étaient hyper encourageants. Donc, on avait un très très bon accueil de la part des affiliés avant Covid. C'est comme ça qu'il faut maintenant parler. Il y aura malheureusement toujours un avant maintenant et un après Covid qui, j'espère, arrivera le plus rapidement possible. Néanmoins, les résultats ont fait qu'on a déjà été reconnus par la presse spécialisée et par ceux qui ont des jugements et des récompenses à attribuer. Et donc nous avons eu une récompense en particulier qui s'appelle le Top Argent PER. Donc c'est dire si sur la place de Paris et dans l'écosystème, Préfonds a été bien reconnu. Pour vous donner quelques chiffres sur l'année 2019, donc un peu avant Covid, la collecte réalisée par Préfonds sur son régime était à 57 millions d'euros, ce qui nous positionnait comme le quatrième acteur sur ces modèles-là, le quatrième acteur avec j'allais dire, une belle performance en la matière. Donc au total, la transformation qui, avant la crise que nous traversons, c'était à peu près 2500 affiliés supplémentaires à nous avoir rejoints dès l'instant qu'on est passé PER. Malheureusement, cet élan est un peu freiné aujourd'hui par la crise sanitaire, mais il y a tout lieu de garder espoir sur les comportements. Alors, ce passage PER a occasionné des changements informatiques, quelques difficultés chez notre gestionnaire administratif qui est CNP Assurance. On ne pouvait pas parler de l'actualité sans parler des retards dans quelques demandes de nos affiliés. Oui, alors je le disais tout à l'heure et je le répète à l'envi, Préfonds, c'est 4 organisations syndicales et des personnalités qualifiées, mais c'est 4 organisations syndicales. C'est la CFE-CGC, la CFDT, FO et la CFTC. Je le répète, non pas pour que vous me donniez un franc à la sortie, mais on est tous bénévoles et on essaie de faire les choses, j'allais dire, de manière positive pour nos affiliés. Donc on ne va pas cacher la poussière sur le tapis. On n'a pas été bon pendant cette crise financière. Alors on l'assume parce que c'est nous, mais effectivement c'est le système administratif de CNP qui a failli et qui a largement failli parce qu'on a des retards aujourd'hui de traitement des dossiers qui sont
je le dis moi en tant que président, inadmissible et intolérable au regard des attentes des fonctionnaires et des affiliés. Donc on a travaillé avec les équipes de CNP. CNP n'a pas fait la sourde oreille, loin s'en faut. De toute façon, je parle fort, donc ils m'entendent. Et on les secoue tous les jours pour essayer de faire en sorte que le modèle industriel qui répond aux attentes des affiliés soit, j'allais dire, réglé au millimètre et qu'on traverse cette crise. Je crois qu'il y a à différencier le fonctionnement de Préfonds Association avec l'équipe des 26 salariés de Préfonds qui vous répondent, et notamment qui répondent à vos questions en particulier, et ce traitement administratif qui est fait par la CNP. Nous, on a mis en place à Préfonds un plan de continuité d'activité pendant le confinement. On a mis en place un plan de reprise d'activité pendant le confinement, après le confinement. Sur les annonces d'hier du président de la République, renchéries par les annonces du Premier ministre et des ministres cet après-midi, on va se mettre aussi en ordre de marche pour pouvoir assumer ça, pour assurer la sécurité des salariés, mais en même temps répondre aux affiliés. On ne demande ni plus ni moins que la CNP fasse la même chose. Alors aujourd'hui, je vous le dis en vérité, ça n'a pas bien fonctionné. On a essayé de régler les choses. J'espère que ça fonctionnera mieux demain. En tout cas, on est là pour ça. Les choses s'améliorent au fil du temps et on voit que des améliorations, mais il y a encore effectivement beaucoup de travail. Merci, Monsieur le Président. Tout de suite, on passe au point local. Corinne Sémercian, bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes à l'Office du tourisme, guide conférencière. Tout à fait. Et vous allez nous parler de Marseille. Je vais vous parler de Marseille. Je vous remercie d'avoir choisi Marseille pour votre événement Préfonds. Vous connaissez certainement un petit peu. Marseille est assez peu connue ou mal connue et vraiment elle mérite le détour. C'est probablement une des plus jolies villes de France. Et je souhaitais en fait vous présenter de manière générale Marseille et puis ensuite parler avec vous des projets et des rénovations urbaines et des monuments, nouveaux monuments que nous avons et puis vous parler de la bouillabaisse. Alors c'est une ville qui a en fait, c'est une ville de bord de mer, c'est un port méditerranéen et qui offre en fait 2 grandes rades. Et cette ville a un territoire très riche et en même temps, c'est une ville, on disait autrefois, à la campagne. C'est une ville qui est assez différente parce qu'on parle de quartier-village à Marseille, plus que les arrondissements, vraiment des petits quartiers. Et c'est une ville ancienne. Nous sommes ici dans la doyenne des villes de France. Tout près d'ici, il y a une zone archéologique avec les vestiges du port antique, les remparts grecs de Marseille, que je vous recommande à l'occasion, hein, si vous êtes de passage à Marseille. Et voilà, nos musées sont très riches. Et puis cette ville, petit à petit, donc, a connu des périodes difficiles. Et ces dernières années, il y a eu de belles rénovations, notamment le front de mer situé au nord de la ville, près du port de commerce, qui a été mis en valeur par la réhabilitation et les grands projets. Alors par exemple, il n'était pas question de se promener vers le port de commerce autrefois. En revanche, désormais, il y a une belle promenade, un joli boulevard. Et puis, grâce à ces projets, la ville a été choisie pour être capitale européenne de la culture par le jury européen en 2013. Et donc, il a fallu se préparer. Et à cette occasion, on a inauguré des monuments tels que le Mucem, qui est un superbe musée. On a des architectures assez innovantes. Le Mucem avec son béton fibré. Vous savez, il y a une résille de béton sur la façade. C'est notre premier musée national à Marseille. Je vous invite aussi à découvrir les docks à la Joliette. C'était les anciens entrepôts construits sur le modèle anglais des docks de Londres et Liverpool et qui étaient complètement abandonnés, tout simplement parce que avec l'utilisation des containers et la modernisation du port, on avait abandonné cette partie-là. Et donc, et la décolonisation aussi qui a fait qu'on a abandonné cette partie de la ville. Et grâce à ces derniers travaux, ces 20 dernières années, ça s'est nettement amélioré. Voilà, donc, hélas, il y a aussi les années difficiles, un peu de crise actuellement, par exemple, c'est un petit peu difficile pour tout le monde. Mais voilà, c'est vraiment une ville qui mérite de se visiter. Donc, des docks, on peut se promener sur tout le boulevard, rejoindre le fort Saint-Jean et le Mucem. Donc, le fort, c'est un fort historique
construit sur ordre du roi Louis XIV et qui fait partie du musée. Et vous avez également tous les quais du Vieux-Port qui ont été réhabilités avec des jolies promenades. Il y a un lieu incontournable au Vieux-Port de Marseille, c'est l'Ombrière, signé par l'architecte Norman Foster, grand architecte britannique. Alors c'est devenu un petit peu le rendez-vous des Marseillais. Hein. On se dit sous l'Ombrière, c'est un grand plafond miroir. Voilà. Et puis actuellement, vous avez encore des travaux de modernisation du centre-ville, où on réhabilite toutes les rues, on harmonise un petit peu tous les trottoirs de la ville. Voilà, c'est très agréable. Et donc, il ne faut pas, en même temps, quand on modernise une ville, la standardiser trop. Donc, c'est vrai que la ville a su garder aussi une part de ses traditions. De ses traditions. Et donc, parmi les traditions, notre bouillabaisse. Que faut-il? Quels sont les ingrédients pour faire une bonne bouillabaisse? Eh bien, comme disait Fernandel, il faut se lever de bon matin. Il y a une chanson, hein, la bouillabaisse. Et c'est très convivial, en fait, cette bouillabaisse. Et c'était autrefois le plat du pêcheur, le plat du pauvre, en fait. Et bon, le poisson avait quelques jours, vous voyez, c'était le restant du marché. Et pour couvrir un peu, le pêcheur rajoutait quelques épices. Ça pouvait couvrir le goût du poisson. Eh bien, c'est devenu aujourd'hui un plat vraiment très local, qui coûte un petit peu plus cher. Hein. C'est plus le plat du pauvre, aujourd'hui c'est le plat du riche. Alors, la recette, eh bien, on a la chance d'avoir un marché sur le Vieux-Port, un marché aux poissons, quotidien, sauf quand il y a du Mistral. Alors, il faut acheter les poissons de roche, quelques petits crabes qu'on appelle chez nous les favouilles, et on va faire donc le fond de la bouillabaisse en faisant revenir des oignons, de l'ail, un bouquet garni. On va couvrir avec de l'eau, on rajoute de l'huile d'olive, du fenouil ou de l'aneth, parfois même quelques gouttes de pastis. Et on va cuire donc les poissons de roche pour faire le fond. Ensuite, alors c'est un tour de main, mais il faut juste avoir du poisson frais. Voilà. Et ensuite, on va donc couvrir, faire mijoter. Quand ça bouille, abaisser, donc faire mijoter à petit feu, c'est l'étymologie du nom de ce plat. Et une fois qu'on a obtenu donc ce bouillon, on va donc passer au chinois pour filtrer, pour garder le sucre en fait du poisson. Et dans ce bouillon, on va cuire les poissons nobles. Alors, on ne peut pas tout avoir forcément, mais au moins 4. La rascasse, la baudroie. Alors la baudroie, c'est la lotte, que nous appelons en Méditerranée la baudroie. Ensuite, la vive, le congre. Mais nous avons un autre nom également en Méditerranée, c'est le fiélas. Voilà. Le rouget grondin, tout à fait, qu'on appelle ici la galinette. Voilà, le Saint-Pierre. Voilà, tout à fait. Ça, c'est les poissons de la bouillabaisse. Voilà, il n'y a pas de langouste, il n'y a pas de fruits de mer, et c'est délicieux. Et bien sûr, il faut du safran. Hein, c'est du safran. C'est notre recette voilà, que je vous recommande. C'est vraiment une ville assez étonnante. Une ville étonnante avec ses secrets. Et parfois, je dis, elle se mérite. Hein, il faut les chercher. Et c'est très, très riche, en fait, notre terroir marseillais. Merci Corinne Sémercian de ce billet. J'espère que vous avez donné envie à tous nos auditeurs sur Internet de venir à Marseille. En tout cas, avec le président, on les encourage à le faire parce que pour le coup, nous sommes nés et on a hâte de goûter une bouillabaisse. Merci encore. Merci. Tout de suite, on passe au point conjoncture. Alors, avant de passer à la prochaine séquence et donc au débat, je vous propose d'écouter Denis Ferrand, qui est directeur général de Rexecode, pour nous parler de la conjoncture économique. L'économie mondiale est d'une certaine manière entrée dans l'âge des extrêmes. Et face à cet âge, il y a un test ultime qui est le test de la résilience. L'âge des extrêmes, dans le sens où on n'a jamais connu une chute d'activité de l'ampleur de celle qui est intervenue pendant le confinement, ni même un rebond d'activité aussi soudain que celui qui est intervenu une fois que le confinement était levé. Et donc on a devant nous des amplitudes de variations qui sont extrêmement importantes, mais des variations qui restent incomplètes
dans le sens où le rebond d'activité qui est intervenu en déconfinement n'a pas permis de compenser l'intégralité de la chute d'activité intervenue préalablement. Et c'est là que va intervenir le test de résilience. C'est-à-dire qu'avec cette incomplète récupération de l'activité économique, se pose la question de l'exercice des entreprises à un niveau d'activité dégradé. Certaines passeront le test de la résilience, d'autres iront en faillite. Et c'est là que se trouve désormais le nouveau mur auquel sont confrontées la plupart des économies nationales à la suite de ce Covid, qui est ce mur de faillite d'entreprise qui est devant nous, mur pour lequel eh bien, on applique le même traitement que pour la crise sanitaire, à savoir que l'on essaye d'écrêter la vague, de repousser dans le temps cette vague de faillite qui est devant nous, au travers eh bien, de prêts garantis par les États à destination des entreprises, au travers de tout un ensemble de leviers qui leur permettent d'assurer de la liquidité. C'est ça le choc qui est devant nous, qui est le risque qui est devant nous. Pour l'instant, on essaye de repousser cette vague sans pour autant l'infléchir. Ce choc d'activité est mondial, mais il frappe de manière très hétérogène les différentes économies nationales. Cela tient notamment à la nature de ce choc. Ce choc, c'est un choc sur la mobilité, sur les économies de la mobilité, c'est un choc sur l'interaction sociale. Et donc, vous avez tous les secteurs qui sont liés à ces dimensions, que sont les activités du tourisme, les activités culturelles notamment, les activités du transport aérien, qui souffrent d'un choc extrêmement violent qui va laisser leur niveau d'activité beaucoup plus bas que ce qu'il est normalement. Mais ces différents secteurs ne sont pas d'un poids égal dans les différentes économies. Vous avez par exemple en Espagne, en Italie, ces poids du secteur du tourisme ou des activités culturelles sont beaucoup plus importants que cela n'est le cas en Allemagne et en Espagne, et donc en Allemagne et en France. Et donc vous avez un risque de voir les économies, notamment du sud de l'Europe, endosser un choc d'activité beaucoup plus profond, beaucoup plus durable que cela n'est le cas dans les autres pays, notamment les pays d'Europe du Nord. Donc ce faisant, s'ouvre une disparité de situation qui pourrait interroger sur une remontée des crises des finances publiques. Parce que les économies les plus concernées par le Covid, les plus impactées par ce choc du Covid, sont aussi des économies qui présentaient des situations de finances publiques très dégradées. Toutefois, il y a une bonne nouvelle dans ce contexte, c'est le fait que l'Union européenne ait su répondre rapidement, de manière coordonnée, avec des solutions innovantes à ce choc du Covid. Et ce faisant, les risques sur les finances publiques, notamment italiennes, sont plutôt à repousser qu'ils ne se manifesteront, c'est en tout cas le pari que l'on prend. Et ce faisant, cela veut dire aussi que les taux sur l'ensemble des titres souverains resteront probablement très bas pendant très longtemps. Alors, des taux très bas très longtemps veut dire très peu de rendement. Mais peut-être pourrait-il remonter ces taux parce que l'inflation pourrait se manifester. Pourquoi de l'inflation, qui est pourtant portée disparue depuis de longues années, pourra-t-elle ressurgir? Eh bien, parce qu'avec l'injection de liquidités pratiquée par toutes les banques centrales dans le monde, il y a un risque de voir ressurgir des hausses de prix sur notamment les biens et les services communément achetés. Nous ne pensons pas que ce risque d'inflation soit devant nous. Pour une raison qui tient à ce que pendant longtemps, on risque d'avoir des entreprises qui vont travailler à un niveau d'activité sensiblement inférieur à leur niveau potentiel d'activité, et donc ça vous fait une pression à la baisse des prix extrêmement importante. Et donc il n'y a pas un risque d'inflation, et de notre point de vue, il n'y a pas un risque d'accélération des taux. Pas d'inflation sur les prix des biens, mais peut-être une inflation qui pourrait se déporter au regard précisément de l'abondance de ces liquidités, qui pourrait se déporter notamment vers d'autres catégories d'actifs, des actions. L'immobilier en particulier peuvent être des candidats à avoir une inflation de prix d'actifs, beaucoup plus qu'une inflation des biens à la consommation. Cela veut dire aussi que si on veut aller chercher du rendement sur ces placements, il faudra accepter de prendre beaucoup plus de risques que cela ne pouvait être le cas jusqu'à présent en privilégiant des placements sur des titres d'État qui rémunéreront de moins en moins au cours des prochains trimestres, au cours des prochaines années. Denis Ferrand parlait dans sa vidéo, on vient de le voir, du plan de relance et notamment de la volonté des pouvoirs publics d'orienter une partie de la relance vers une transition écologique, une transition énergétique. Ça a fait une bonne introduction avec le thème de notre débat sur la finance responsable. Tout de suite, le point débat.
C'est le moment du grand débat Préfonds TV. Pourquoi choisir des investissements plus responsables? J'ai le plaisir d'accueillir Michel Nathan. Vous êtes vice-présidente de la Préfonds, en charge de la commission ISR et membre du Conseil économique et social et environnemental. Bonsoir. Également Blanche Secrestin, vous êtes professeure à Mines ParisTech et responsable de la chaire Théorie de l'entreprise, modèle de gouvernance et création collective. Et puis le président nous fait le plaisir de rester avec nous sur ce débat. Avant le débat, on voulait vous solliciter par SMS, en un mot, qu'est-ce que provoque pour vous la question pourquoi choisir un investissement responsable? Donc en un mot par SMS au 06 44 63 07 22 et on verra à la fin du débat ce que vous a inspiré cette question. On voit au fil du temps, au fil des études, notamment la dernière qui est faite par le FIR et par l'agence Vigeo Eiris, qu'il y a une vraie demande des particuliers pour développer, pour aller chercher des produits ISR, socialement responsables. Peut-être, Mme Nathan, vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'ISR et surtout ce qu'est l'ISR pour la Préfonds. Alors pour la Préfonds, bien entendu, nous sommes attachés à deux choses. La sécurité de nos placements, parce que nous avons un engagement de long terme, donc il nous faut à tout prix l'honorer. Et d'autre part, donner du sens à nos investissements. Pour nous, ils doivent contribuer au développement durable. Le président l'a rappelé, la Préfonds a été fondée par des organisations syndicales. Et en tant que syndicalistes, nous sommes attachés à ce que nos investissements, pour le compte de la Préfonds et de notre épargne retraite, puissent prendre en compte à la fois les questions d'environnement, les questions de gouvernance des entreprises et tout ce qui concerne le social au sein des entreprises et des États, puisque nous avons aussi des placements obligataires. Les crises successives, d'ailleurs financières, ont montré que les investissements socialement responsables résistaient mieux que les investissements non certifiés responsables, et cela déjà dès la crise financière de 2008. Et bien entendu, aujourd'hui, dans la crise financière, enfin pas seulement financière, dans les crises économiques auxquelles nous sommes confrontés de façon mondiale, nous voyons pour l'instant que cela résiste mieux. Et nous n'avons pas de raison de penser que ça ne sera pas le cas futur. Donc, depuis 9 ans, aujourd'hui, à la Préfonds, nous publions nos indicateurs ESG, c'est-à-dire les indicateurs, parce qu'on peut choisir un grand nombre d'indicateurs. Nous avons sélectionné un certain nombre d'indicateurs parce qu'on ne peut pas absolument tout prendre et tout suivre. Donc, nous publions les indicateurs que nous avons choisi de surveiller particulièrement et nous faisons noter notre portefeuille par une agence indépendante dont on a déjà parlé, qui est Vigeo Eiris, et qui regarde investissement par investissement ce que font les entreprises ou les États sur les sujets qui nous tiennent à cœur et qui nous disent comment ils les respectent ou ils ne les respectent pas. Et ça, c'est un élément important pour faire progresser ensuite, selon l'État, s'il y a sur des indicateurs des choses qui vont moins bien. Après, c'est toute une question du dialogue avec les entreprises pour pouvoir les faire avancer favorablement selon nos critères à nous, Préfonds. Voilà. Je ne sais pas, monsieur... Bon, on va poursuivre, et puis il y aura d'autres questions dans la salle, j'imagine. Blanche, je l'ai dit, vous êtes professeure donc, en charge à Mines ParisTech de la chaire Théorie de l'entreprise, modèle de gouvernance et création collective. Ces sujets autour d'une finance responsable sont au cœur de vos travaux. Peut-être vous pouvez nous en parler un petit peu, nous raconter un peu. Oui, merci. En fait, avec un certain nombre de collègues, on a créé il y a maintenant 5 ans cette chaire, donc effectivement qui revient sur la théorie de l'entreprise avec un constat de départ. En fait, c'est que quand on parle de l'entreprise, on n'a pas forcément les modèles intellectuels, cognitifs, pour décrire les phénomènes contemporains. Et qu'en plus, on a des schémas de gouvernance, notamment le droit, en matière de droit des sociétés, qui ne sont pas nécessairement soutenables. Alors, pour essayer de simplifier, de schématiser un peu l'idée, au départ, dans les théories économiques, on a surtout les entreprises sont vues comme des agents des marchés, des producteurs qui sont aussi à but lucratif ou commerciaux, et puis ils sont en fait gouvernés par le droit des sociétés, et notamment les dirigeants de ces entreprises sont nommés et contrôlés par les actionnaires qui, eux, ont une responsabilité qu'on appelle limitée.
Or aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand vous parlez d'entreprises, ce n'est pas simplement des agents du marché, c'est des entreprises qui peuvent être des multinationales avec en fait un pouvoir d'innovation considérable, donc qui changent en fait complètement nos manières de vivre, nos modes de communication, mais aussi qui ont un impact environnemental sur la planète considérable. Et du coup, on se retrouve avec ces entreprises considérables qui sont en fait contrôlées par des actionnaires qui, eux, ne sont pas responsables des effets des entreprises. Et donc, l'enjeu de la recherche, c'est de dire qu'il nous faut en fait une théorie de l'entreprise cohérente avec en fait les enjeux d'innovation contemporains et qui permettent de fonder derrière en fait de nouveaux cadres de gouvernance et donc de réinterroger aussi le droit et de proposer éventuellement des droits. Alors, c'est des recherches évidemment qu'on ne peut pas forcément mener seul, et donc c'est vrai qu'on est très heureux de pouvoir collaborer avec des acteurs comme la Préfond, parce que ce sont des acteurs qui d'abord se posent beaucoup de questions sur leurs propres pratiques, accompagnent en quelque sorte un mouvement de changement, de transformation des pratiques dans la finance, et sont prêts aussi à expérimenter, et ça c'est très précieux. Vous l'avez dit, Préfond soutient la chaire de recherche que vous dirigez. Monsieur le Président, je sais que ce sujet est important pour vous, vous l'avez dit, mais peut-être vous pouvez nous rappeler quels sont les engagements de Préfond en la matière. Alors, vous venez de le dire, c'est important. Je le répète toujours, 4 organisations syndicales, et ces organisations syndicales ont quand même des idéaux qui sont bien arrêtés sur ce que doit être l'économie, sur ce que doit être les placements de l'épargne. Et donc, on essaie depuis très longtemps de réfléchir à une quête de sens. Et c'est vrai que nous avons un rôle aujourd'hui dans l'écosystème qui est assez important. Vous l'avez dit, on n'a pas peur d'innover, on n'a pas peur d'aller sur des nouveaux sentiers, pour autant qu'on puisse garantir effectivement le rendement des retraites qui sont versées. Nous, on a adopté une charte d'ailleurs, une charte ISR à Préfond, dans le droit fil d'autres caisses de retraite. Je parle d'une en particulier qui est obligatoire, qui est les RAF, qui est la retraite complémentaire des fonctionnaires de l'État. Nous avons, nous, organisé une charte ISR dès 2011. Et Michel Nathan l'a rappelé, nous publions nos performances ESG après contrôle depuis 2012. Donc on n'a pas attendu le plan de relance actuel pour se positionner sur ce terrain-là et faire en sorte d'être le plus performant possible. Nous avons une démarche qui est vraiment très volontariste, puisque nous poussons nos assureurs à aller voir dans les sociétés de gestion où ils peuvent investir, et on les pousse à avoir des pratiques en matière de vote en Assemblée Générale. Et donc nous avons effectivement décliné aussi des critères de politique de vote, et qui sont, après coalition, assez importants dans ces milieux-là. Nous nous associons aussi à tout ce qui peut exister sur la place, dans l'environnement. On fait partie du forum des investisseurs responsables. On est aussi sponsor de ce qu'on appelle les PRI, donc qui s'appellent les principes pour l'investissement responsable, qui là est une organisation qui a été créée par l'ONU et Kofi Annan à l'époque, et donc il y a une résurgence internationale, et nous participons à ces travaux-là. Et puis, lorsqu'il y a quelque chose de plus contemporain, comme l'appel de Pascal Canfin dans le cadre de la relance, eh bien, nous n'hésitons pas non plus à nous y associer pour apporter effectivement notre vision de ce que peut être l'économie, de ce que doit être l'épargne des fonctionnaires, et comment elle peut être utilisée à bon escient, avec encore une fois de plus du rendement et de la valeur. Nathan, la Préfond est une caisse de retraite facultative. Est-ce qu'on est les seuls à faire ce type de démarche ? Non, le président vient de le rappeler, nous ne sommes pas les seuls, et c'est effectivement les RAFP, la retraite additionnelle de la fonction publique, qui est un régime obligatoire, qui a ouvert le banc pour nous, pour notre secteur, en 2005, dès sa création, et en mettant tous ses fonds en ISR. L'IRCANTEC, qui est la caisse des élus et des contractuels de la fonction publique, a placé aussi ses fonds de réserve en investissement socialement responsable, et d'autres fonds de retraite. Plus généralement, les assureurs, puisque après il y a les fonds de retraite, mais il y a les fonds d'épargne, par exemple les fonds d'épargne salariale,
ont placé leurs fonds aussi dans des fonds labellisés ISR. Et plus globalement, les assureurs, qui sont quand même en général les gestionnaires de tous ces fonds, quels qu'ils soient, se sont mis à l'investissement socialement responsable, si je puis dire. On voit bien là, ces dernières années, ces derniers mois, que l'affaire s'accélère. Il faut reconnaître que ça a été mis en lumière, notamment par la COP 21, quand il s'est agi de dire comment on allait financer la transition énergétique. Et bon, la COP 21 étant à Paris, tout le monde sur la place de Paris s'est un peu mobilisé sur le sujet. Et il faut dire que c'est un sujet qui progresse nettement et qui accélère, et c'est une bonne chose pour nous, parce qu'on pense que c'est un élément déterminant. Et alors, la pandémie et le nombre de crises auxquelles nous faisons face actuellement renforcent, si besoin était, la nécessité de ces investissements qui soient socialement responsables et qui prennent après, c'est un système. Je pense qu'il faut prendre en compte la notion systémique. On ne peut pas dire je vais faire un peu d'environnemental là, un peu plus de social là, ou un peu mieux de gouvernance là. Il faut concevoir le tout comme un ensemble, un système, et si on n'agit pas sur l'ensemble du système, on ne progressera pas du tout. Et après, c'est le développement durable et globalement l'avenir de la planète et surtout de ses habitants que nous sommes. Voilà, si je peux répondre ainsi. On va en parler encore un petit peu. On voit bien que les investisseurs sont très engagés. On sent une demande de plus en plus importante des particuliers. Blanche, les investisseurs donc, sont engagés dans cette finance responsable. Qu'en est-il des entreprises en termes d'engagement ? Est-ce que ça ne rejoint pas un peu le statut d'entreprise à mission dont on a parlé dans la loi Pacte, justement ? Effectivement, vous avez évoqué tout à l'heure la loi Pacte. Alors, il y a un passage de la loi Pacte qui, pour nous, en fait, constitue une vraie rupture, mais qui finalement n'a pas été beaucoup mis en avant. Alors, c'est justement des propositions qui étaient basées sur les travaux de recherche qu'on a menés aux mines et ailleurs. Et en fait, alors, le principe est qu'on reconnaît ce qu'est une entreprise. Aujourd'hui, pour le dire rapidement, jusqu'à présent, quand vous créez une entreprise, juridiquement, vous créez d'abord une société. Et une société, c'est un contrat signé par un ensemble de parties qui sont en fait des associés, des actionnaires, dans une société anonyme. Et la loi disait depuis 1804, donc ça fait quand même un moment, qu'en fait, une société est constituée dans l'intérêt commun des associés. Or, en fait, quand vous parlez d'une entreprise, ça n'est pas simplement les associés. Quand vous parlez d'une entreprise, c'est évidemment les salariés, les territoires, mais c'est aussi le projet, c'est-à-dire quelle est la finalité du projet. Et si, par exemple, il s'agit de développer des technologies non polluantes ou des nouvelles thérapies contre le cancer, le progrès qu'on attend d'une entreprise, il est autant là que dans l'intérêt lucratif des associés. Et donc, en fait, l'enjeu de la loi. Alors, que fait la loi ? Il y a trois points, alors évidemment tout petit dans l'ensemble de la loi Pacte. Il y a d'abord un changement du code civil, donc de la loi qui était depuis 1804, pour dire d'abord une société, elle doit être gérée en prenant dans son intérêt social, mais en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc on intègre l'activité et on dit attention, vigilance sur les impacts que vous pouvez avoir. Et ça c'est pour toutes les sociétés, quelle que soit leur forme. Et puis dans un deuxième temps, on dit mais vous pouvez aussi, et là c'est une option, intégrer la raison d'être de la société. Donc quel est le sens, la finalité de l'activité, qui était encore une fois pas du tout jusqu'à présent dans le droit. Et ça veut dire que maintenant, le conseil d'administration peut décider de le mettre dans les statuts, c'est-à-dire dans le contrat de société, et à partir du moment où c'est dans les contrats, ça devient opposable. Du coup, ça veut dire que la société n'est pas simplement gérée dans l'intérêt commun des associés, mais elle est gérée aussi et surtout pour sa raison d'être et pour les finalités qui sont dans le contrat. Et surtout, alors, la société à mission, ça va un peu plus loin que la raison d'être. C'est-à-dire que ça, c'est une qualité nouvelle de société qui est proposée, c'est optionnel. C'est-à-dire que chaque société, maintenant, peut définir sa raison d'être, mais définir aussi un ensemble d'objectifs sociaux et environnementaux. En les mettant dans ses statuts, ça devient opposable. Et elle désigne aussi un comité, c'est-à-dire un conseil qui n'est pas le conseil d'administration, et qui va être en charge d'évaluer spécifiquement en quoi est-ce que la stratégie respecte ou pas les engagements. Donc il y a une gouvernance qui rend les choses responsables, et encore une fois, comme c'est dans le droit, ça devient opposable. Et donc d'une certaine manière, pour nous, c'est un enjeu considérable, parce que ça permet de dire qu'effectivement,
Les sociétés ne sont pas simplement gérées dans l'intérêt des actionnaires, mais dans l'intérêt de l'activité. Et ça donne un dispositif pour rendre ces engagements crédibles, même si les actionnaires changent, et d'une certaine manière pour aussi protéger les entrepreneurs et toutes les gens qui travaillent dans les entreprises et qui croient dans leur projet et qui veulent le mener à terme. Alors vous avez beaucoup parlé d'investisseurs à mission. On peut rentrer un peu dans le détail, comprendre un peu, même si vous l'avez un peu expliqué, peut-être donner quelques exemples ou, Alors, d'une certaine manière, la notion d'investisseur à mission, c'est ce qui pourrait être. C'est encore un concept assez ouvert, hein, la loi est toute récente, mais l'idée est qu'à partir du moment où un investisseur, un actionnaire, ça n'est pas simplement un individu, un épargnant isolé, mais ce sont des fonds d'investissement qui ont eux-mêmes leurs équipes et leurs stratégies, éventuellement de placement, d'innovation. Alors, eh bien, effectivement, ces fonds peuvent aussi, c'est les investisseurs institutionnels, se doter de leurs propres engagements et les mettre aussi dans leur statut et avoir aussi un comité qui évalue la stratégie. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que l'ISR, qui se pratique déjà, est une forme d'investissement à mission. Notamment, par exemple, quand on dit on n'investira plus dans le charbon ou on n'investira plus dans l'huile de palme, ce sont des formes d'engagement. Il pourrait, en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ça rend visible aussi des stratégies qui sont aussi avec des impacts positifs. Par exemple, des stratégies qui vont chercher à développer tel territoire, ou par exemple à développer les synergies entre les souscripteurs et les entreprises dans lesquelles on investit. Et donc ça rend visible tout un tas de stratégies en fait très originales et parfois très innovantes. Et surtout, ça, encore une fois, ça donne la possibilité d'avoir des schémas de gouvernance qui, là, vont permettre d'encadrer les pratiques des fonds et que ces fonds soient aussi un peu plus transparents. Alors peut-être avant de regarder le nuage de mots, peut-être en guise de conclusion, il y a quelques questions qui arrivent sur l'investissement socialement responsable. C'est bien, mais est-ce que c'est rentable? Pourquoi de régime de retraite s'intéresse à ça? Peut-être en quelques mots, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? D'abord, je voudrais dire que les explications de Madame le professeur sont très claires. Si j'avais eu un prof comme ça à l'école, j'aurais certainement mieux travaillé, parce que j'ai à peu près tout compris. Je crois que notre job à nous, et mon boulot à moi, c'est de répondre de manière très claire aux affiliés, parce que tout ça est un peu abscon, c'est nouveau, et c'est vrai que les affiliés peuvent se dire « mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? On s'en fout de l'ISR, nous ce qu'on souhaite c'est avoir du rendement et une bonne retraite quand on s'en va. » Et pourquoi aller sur ces chemins-là? Et pourquoi devrions-nous être, nous, dans ces associations, être le moteur innovant dans ce périmètre-là? Tout simplement parce que, d'abord, on est des fonctionnaires, effectivement, on est des agents publics, et donc notre métier aura été toute notre vie, quelque part, une quête de sens, de servir, en tout cas, la nation et être utile publiquement. Et quand on a des cotisations qui, dans un plan d'épargne, ça peut aussi avoir ce même sens de dire pourquoi j'ai de l'argent, où c'est que cet argent va partir, donc comment on trace, et surtout quel impact, vous venez d'en parler, quel impact on peut donner à nos investissements. Alors, pousser les acteurs de la place, comme les assureurs, comme les sociétés de gestion, à aller vers ce domaine-là, vous l'avez dit, ça permet aussi de pratiquer de l'exclusion. L'exclusion, c'est quoi? C'est dire, moi, dans mon portefeuille, je veux plus de charbon, je veux plus d'armes qui tuent, je veux plus d'huile de palme, tout un tas de secteurs où on se dit, nous, on ne va pas y aller là-dedans et ce n'est pas la peine d'investir. On peut être aussi innovant. Quand on fait croître notre portefeuille dans l'immobilier, par exemple, et qu'on peut d'abord essayer d'avoir du logement pour les fonctionnaires aussi, mais pour les étudiants, et qu'on essaie d'avoir des normes à haute qualité environnementale pour ces bâtiments, que ce ne soit plus des bâtiments, des passoires énergétiques, ça, c'est de l'investissement à impact, c'est de l'investissement qu'on sait tracer, et on sait pourquoi on met notre argent là-dedans. En plus, Michel l'a rappelé, au fil des crises sanitaires, on le voit aujourd'hui, tous les spécialistes le disent, c'est plus que prouvé, les investissements labellisés ISR aujourd'hui sont résistants et résilients et se portent beaucoup mieux face à la crise que beaucoup d'autres investissements. Donc j'allais dire, on se fait du bien en donnant du sens à nos investissements, il y a du rendement, c'est résistant, donc on y va à 100% et on n'a pas peur d'y aller. Blanche, comment finalement se repérer un peu dans ce maquis de ce qu'on met derrière le mot responsable? Alors, d'une certaine manière, là aussi, je plaide un peu pour l'entreprise à mission, puisque aujourd'hui, il me semble que la finance peut être un levier formidable pour pousser en fait le développement des entreprises qui se donnent des engagements, et encore une fois, avec une gouvernance associée à ça.
très clairement, en fait, il me semble que les personnes qui souscrivent à des fonds ISR sont en droit de savoir, finalement, est-ce que les promesses qui sont affichées sont effectivement tenues ou pas. D'habitude, en fait, quand on veut de l'objectivation des placements ISR, on demande en fait des indicateurs. Et donc, oui, typiquement, ça peut être effectivement des stratégies d'exclusion, mais ça peut être aussi, est-ce qu'on peut avoir des indicateurs chiffrés, par exemple, sur vos consommations d'eau ou pour les écarts de salaire dans une entreprise, c'est des indicateurs. Mais vous voyez, ça, c'est sûr à l'instant T. Aujourd'hui, l'entreprise à mission, ça donne aussi, me semble-t-il, la perspective de dire, on parle du projet futur, de ce qu'on cherche à faire comme désirable demain. Et c'est là, en fait, qu'on parle d'un modèle de gouvernance atypique. Et ce que je remarque, en fait, c'est que quand on a commencé à proposer ce type de schéma juridique, on nous a dit, mais vous allez faire fuir tous les investisseurs, aucun souscripteur ne voudra aller là-dedans. Le constat, c'est que la loi, elle est là, elle est optionnelle. Aujourd'hui, c'est tout récent, et il y a évidemment encore très peu d'entreprises à mission. Mais le constat, c'est que ça ne fait pas fuir les investisseurs. Au contraire, et ça fait même peut-être une discrimination très bonne entre des investisseurs qui sont authentiquement responsables et qui sont capables de s'engager là-dedans, et les autres. Alors, il y avait une question qui passait à l'écran, la finance responsable, pourquoi? Pour que nos petits-enfants n'aient pas trop honte de nous et de la façon dont on a pollué les yeux fermés. Madame Nathan, peut-être en guise de conclusion, avant de voir le nuage de mots. Écoutez, je pense qu'on est dans une période un peu particulière tout de même, et que ça re-questionne tout. Ça re-questionne tout ce qu'on croyait savoir et sur quoi on était basé. Et je pense que c'est vraiment le moment rêvé pour développer encore davantage l'investissement socialement responsable. Et moi, je crois beaucoup que ça ne fera pas fuir les gens pour les entreprises à mission. Moi, j'y crois vraiment parce que les générations comme les nôtres, bon, je suis pas... justement, pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, je pense qu'on a envie que l'investissement qu'on peut faire, parce que c'est souvent en fin de carrière qu'on a plus de moyens, l'investissement qu'on peut faire, il faut absolument qu'il converge vers un développement durable et donc vers tout ce qu'on met autour de l'investissement socialement responsable. J'en suis une convaincue absolue depuis plus de 15 ans et je crois vraiment qu'on est dans une période qui va vers ça. Et c'est pourquoi aussi l'après-fonds, je voudrais le signaler, on a créé un produit annexe par rapport à préfonds retraite. On a créé un produit d'assurance vie, puisqu'on sait que c'est un placement que les Français privilégient. Et il est intégralement en investissement socialement responsable. Et je pense que la vraie question aujourd'hui, si vous avez fait... moi j'ai fait l'exercice il y a déjà quelques années, quand vous allez voir votre banquier et que vous lui parliez à l'époque d'investissement socialement responsable, dans le meilleur des cas, il a un produit vaguement labellisé qui va essayer de vous vendre, mais sur le fond, ils n'en savent pas beaucoup. Et je pense que ça va changer, et il faut que ça change, mais ça changera aussi sur la pression des particuliers. Donc voilà. Alors effectivement, ce contrat a été créé là, en 2018. Il a obtenu un prix souligné par le journal Le Particulier, qui montre en fait la pertinence de ces choix-là et encore une fois la résistance en termes de rendement financier, puisque quelque part c'est aussi ça qui est important, et de bien concilier, ce qui est le cas, de la création de valeur avec du sens de son épargne. Peut-être on peut passer le nuage de mots, je ne sais pas ce que ça a donné. Bon, ben, c'est une grande surprise en fait, c'est les choses qu'on voit, le mot sens, c'est ça qui apparaît à l'écran. Je ne sais pas, une réaction peut-être, moi je pense que tout un chacun aujourd'hui comprend effectivement l'utilité, je l'ai dit tout à l'heure, hein, de tracer ses investissements. On ne peut pas aller vers une quête de rentabilité sans savoir aussi ce qu'on produit et ce qu'on génère dans la façon dont on investit. Moi je dis simplement quelque chose de peut-être en plus, parce que je vois écologie, je vois engagement, humanité, social. Dans l'ISR et l'ESG, il y a vraiment trois marqueurs. C'est l'environnement, on en a parlé effectivement, on peut avoir des investissements qui décarbonent, etc., et qui ont cette vertu-là. Il y a aussi le S du social, et donc on est très attaché au sujet de rémunération, de traitement des agents dans la fonction publique ou des salariés dans les entreprises. Donc le S est très important.
Et la gouvernance, bon, c'est aussi, j'allais dire, la recherche d'une vertu dans la façon dont on gère l'entreprise. On parle tout à l'heure d'entreprise à mission. Donc, les mots qui y reviennent là sont j'allais dire, les mots qu'on utilise au quotidien au sein de Préfond. Moi, je peux dire un mot. En fait, j'ai été frappée, au-delà du nuage de mots, par la question que vous avez relevée, là, ou la remarque sur est-ce qu'il faut qu'on ait honte vis-à-vis des générations futures. En fait, plutôt qu'une question de honte, moi, il me semble qu'aujourd'hui, la conviction qu'on peut avoir, c'est qu'on a été un peu piégé, encore une fois, par une théorie de l'entreprise, une représentation. Tant qu'on pense l'entreprise uniquement comme une entité à but lucratif, alors effectivement, en fait, voilà, l'entreprise sera pilotée comme ça. Mais l'entreprise, elle peut être un tas d'autres choses. Donc on a d'abord besoin de recaler une théorie de l'entreprise, justement, orientée vers la construction d'un futur. En fait, c'est une entité, on a besoin de l'entreprise pour changer le monde, en fait. C'est pas pour utiliser des grands mots, mais sinon on pourrait simplement avoir des relations de marché. Et donc on peut espérer que voilà, le droit, à partir du moment où il indique le fait qu'il y a des raisons d'être, des missions, eh bien, on enseignera d'apprendre aux étudiants qu'une entreprise, c'est une entité à but lucratif. Et ça peut changer beaucoup, il me semble. Merci de ce débat. Je propose de rester sur le plateau, on va répondre aux questions. Et donc tout de suite maintenant le point question. Alors on a une série de questions que je reçois là sur mon iPad. Je vous précise qu'on a reçu déjà des questions et vous avez déjà les premiers éléments de réponse sur le site www.prefond.tv et qu'on mettra à jour donc ces nouvelles réponses en fonction des nouvelles questions qu'on reçoit. Alors, elles doivent passer à l'écran. Pas mal de questions autour de la solidité du régime. Peut-être on peut commencer par ça, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la manière dont le régime a passé la crise financière, enfin est en train de passer cette crise financière? Alors, encore une fois de plus, on se fait aider par des sociétés, des experts qui évaluent notre portefeuille et la façon, enfin nos portefeuilles et la façon dont le régime se comporte. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que crise après crise, et surtout pendant cette crise-là que nous vivons, le régime se comporte et se porte bien, il est solide et résistant. Alors, on a un taux de rendement comptable aujourd'hui qu'on établit à 2,82% et surtout un taux de couverture, donc ce qui permet d'assurer la vie du régime et donc le versement des retraites jusqu'au dernier des derniers. Et donc la couverture aujourd'hui est à plus de 116%. Donc ce sont des résultats au regard de ce qui peut se passer dans l'écosystème qui sont quand même de bons résultats. Et c'est aussi dû à la façon dont nous avons fait notre allocation d'actifs. On parle aujourd'hui de difficultés de rendement pour les obligations, etc. Alors certes, nos portefeuilles sont constitués de 80% d'obligations, mais on a aussi diversifié à hauteur de 20%. On a aussi beaucoup investi, je le rappelais tout à l'heure, dans l'immobilier. Ce qui fait que cette diversification nous protège d'un investissement mono-obligation qui se retrouve parfois dans les assurances vie avant que les assureurs nous disent il faut investir en UC. Vous savez ça, vos banquiers vous l'ont dit. En tout cas, Préfond, le modèle Préfond aujourd'hui est considéré comme robuste et résistant. Oui, le modèle Préfond est solide, vous l'avez dit. Il y a quelques questions qui défilent sur la revalorisation et notamment la relation avec la revalorisation, l'inflation. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet-là ? Alors, nous qui sommes là, j'allais dire, pour défendre les affiliés, c'est notre premier souci, la revalorisation, parce que comparaison n'est pas raison, mais on est quand même bien obligé de regarder ce qui se passe dans le monde de la finance et voir si d'autres produits sont plus rentables que le nôtre. Sinon, il n'y a aucun intérêt à vous le proposer et à le défendre. Bon, déjà, je dis simplement que Préfond est un régime assurantiel, et donc la valeur de service est garantie par rapport à notre produit. Vous savez que, le directeur général l'a dit, vous savez que ce que vous mettez au début, vous allez le retrouver à la fin dans son intégralité, plus du rendement, nonobstant des règles d'amortissement en termes d'années. Ceci étant, c'est un produit qui est sûr parce qu'il est garanti dans la loi et qu'il y a 4 assureurs qui réassurent, enfin 3 assureurs qui réassurent le régime avec CNP, AXA, Allianz et Groupama. Alors, notre souci quotidien de la revalorisation, il se traduit comment? On est tous les jours, quand je dis tous les jours, c'est presque tous les jours,
à téléphoner et à voir les responsables de CNP et des autres assureurs pour leur dire bon, comment on fait, où on en est, nous il nous faut de la revalorisation, etc. etc. Alors il y a eu différents modèles qui ont existé jusqu'à présent. Et là, le bureau a décidé, avec les 4 organisations syndicales et les personnalités qualifiées, d'imposer, de proposer, enfin moi j'aime bien dire imposer, imposer à CNP une charte de revalorisation que j'ai eu l'honneur et le privilège de signer il n'y a pas 15 jours. Et donc il définit une feuille de route de revalorisation sur un horizon quinquennal et qui nous permettra d'avoir une lisibilité sur la dimension de la revalorisation du régime préfonds. Alors vous verrez sur le magazine Préfonds Info qui est dans les boîtes aux lettres d'ici 10 jours, 15 jours, une explication sur ce qu'est cette charte de revalorisation et ce qui est fait. Ce qu'il faut dire peut-être bien avoir en tête, c'est que on a tendance à regarder, et c'est une fois qu'on est à la retraite. En réalité, dès le début, quand on commence à cotiser, la valeur du point, elle évolue, et donc les gens qui sont rentrés dans le régime il y a 20 ans ont vu la revalorisation des rentes, et je peux affirmer aujourd'hui très clairement qu'il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat pour 2 raisons. D'abord, sur longue période, la revalorisation des rentes a toujours été plus élevée que l'inflation. C'est assez facile à montrer sur des courbes. Et le deuxième élément qu'on oublie souvent, c'est ce qu'on appelle, alors c'est un élément un peu technique, c'est le taux technique, qui fait que chez Préfonds, nous avons fait le choix, à niveau d'épargne équivalent, d'avoir un niveau de rente au départ plus élevé. C'est ce qu'on appelle le rendement versé par avance, par l'assureur, qui fait qu'il va intégrer par avance sa capacité à faire du rendement sur les marchés financiers. Qui fait que, encore une fois, sur longue période, il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat, même si on peut avoir l'impression qu'une revalorisation de 0,30 ou 0,35 en début d'année est insuffisante. Elle est décidée avec CNP, avec les assureurs chaque année. Elle a été de 1,08 en 2019 et 0,32 en 2020, 1er janvier 2020. Voilà pour les éléments de... Il y a peut-être aussi un point à rappeler en termes de rendement, de valorisation, pas de la revalorisation, mais en tout cas c'est de la valorisation. C'est quand même l'aspect fiscal aussi qui, sur tout le long des cotisations, on rentre en ligne de compte quand même, parce que ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Mais tous les gains qu'on peut faire en termes de défiscalisation vont accroître quand même aussi le rendement. C'est pas négligeable non plus quand même. Alors, il y a beaucoup de questions également sur les services qu'on met à votre disposition, les simulations. Mais avant, je vois une question qui défile avec un point d'exclamation, rendement et éthique, le paradoxe. Comment s'y retrouver? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut parler des labels? Est-ce qu'on peut évoquer des choses là-dessus? Alors, le rendement et l'éthique, ce n'est pas antinomique a priori. On peut vouloir légitimement avoir un gain financier avec ses placements financiers et pour autant faire des placements éthiques ou responsables selon la manière dont on envisage les choses. Ça ne peut pas être antinomique parce que, sauf à se comporter comme ce qu'on appelle les fonds vautours qui dépaissent une entreprise à leurs bénéfices, mais en général, ça bénéficie à quelques-uns, ça bénéficie jamais à beaucoup de monde, ça. Donc, je pense qu'on peut être tout à fait responsable dans ses investissements et éthique et avoir du rendement financier. La preuve, quand même, il y a plein de fonds qui le font. La preuve aussi, quand même, ce qu'on appelle les fonds éthiques qui sont un peu différents de ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable, mais existe depuis des années, y compris en Europe ou dans les pays anglo-saxons. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et les pays anglo-saxons ne sont pas réputés non plus pour accepter de faire 0 € de bénéfices donc, et de rendement. Donc, il ne me semble pas que ça puisse être antinomique. Il y a des questions sur le PER, notamment est-ce qu'on peut transférer toute une partie de ces sommes déjà versées sur préfonds retraite vers le PER? Que se passe-t-il si on garde son ancien contrat préfonds sans convertir en PER? Alors, peut-être pour être clair, le régime préfonds retraite est aujourd'hui un PER. Donc il n'y a pas de transfert nécessaire. Simplement, ce qui est prévu, c'est que les droits qui ont été acquis avec des versements avant le 1er janvier sont dans un dispositif ancien qui s'appelle le C0 et continuent à bénéficier des avantages liés à l'ancien système, notamment le fait qu'on sort en rente et on peut sortir une partie en capital. Donc il n'y a pas de
Il n'y a pas besoin de changer de contrat. Le contrat que vous avez est un contrat qui aujourd'hui est PER et qui offre toutes ces possibilités. Et on prévoit une communication régulière au travers du magazine pour vous donner quelques astuces ou quelques points à vérifier sur le sujet. Je précise qu'un des avantages, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez choisir de transférer le PERP que vous avez chez votre banquier ou le Corem que vous avez quelque part chez Préfonds. Ça, c'est la nouveauté de la loi Pacte, ce qui permet en fait de bénéficier de la sécurité du régime Préfonds. Il y a des questions sur... Alors peut-être des questions sur... Il y a une question sur l'ISR. Est-ce que l'ISR pourrait être obligatoire? C'est ça que je vois si je lis rapidement la question. Il y a des choses dans la loi Pacte, peut-être Blanche, sur le sujet. Alors, sur l'assurance vie, on doit proposer aujourd'hui un sujet ISR. Une question, pas mal de questions qui nous arrivent sur le fait que comment je fais pour avoir une simulation, qu'est-ce qui se passe, j'ai cotisé depuis 25 ans, je souhaite sortir en capital, comment je fais? Alors, vous avez aujourd'hui accès au téléphone du lundi au vendredi au 30-25. Des conseillers sont en situation de pouvoir faire la simulation que vous souhaitez, vous donner des informations sur votre régime, sur le niveau de vos cotisations, sur l'explication fiscale. On est en fin d'année, c'est maintenant qu'on a beaucoup de versements pour la partie fiscale. Vous avez observé, et on a des remarques là-dessus, sur le fait qu'on a arrêté provisoirement l'espace affilié. Alors, on a fait ça parce que, d'abord, le système informatique a changé, la transformation en PER a accompagné des changements importants. On a préféré donc suspendre l'espace affilié, mais encore une fois, vous avez accès à tout moment, par mail, paul.conseil@prefonds.fr, au téléphone, le 3025, à un conseiller qui vous donnera tous les éléments sur votre contrat. Et on devrait réouvrir un nouveau site réservé aux affiliés avec une meilleure ergonomie, des choses supplémentaires, des services supplémentaires, notamment de consolidation de tous ces produits retraite. Entre le mois de décembre et janvier 2021, nos équipes sont dessus et travaillent d'arrache-pied pour être prêts sur le sujet. Voilà un peu les questions que je vois là. La dernière peut-être. Alors on y a répondu à partie. Ces placements sont-ils performants et résistants par rapport au contexte actuel? Oui, je pense qu'on peut dire que c'est le cas. Les études montrent en tout cas que sur le dernier semestre, ces produits-là ont plutôt bien résisté. Il y avait une question sur la sortie du capital. Est-ce que je peux récupérer tout mon capital en une seule fois, même si j'ai cotisé pendant plus de 37 ans? Donc la réponse est oui, puisque maintenant le PER permet cela. Donc c'est un choix, on l'a dit, dans les différents compartiments que l'on choisit. Soit on reste en rente, et c'est tout à fait possible de rester en rente parce qu'on l'a décidé, soit on en sort un certain pourcentage, et il y a plusieurs possibilités, ou on peut tout sortir d'un coup. Après, nonobstant l'étude fiscale qui en résulte, et là, c'est chaque foyer qui doit analyser sa situation en fonction de ses revenus et de ses souhaits. Mais on peut tout ressortir maintenant, on peut tout sortir en capital dès sa liquidation. C'est effectivement possible. Il y a peut-être une dernière question, parce que l'heure tourne. Si le régime préfonds est aujourd'hui un PER, peut-on toujours déduire la cotisation de ses revenus? La réponse est oui. Et la réponse est oui, si vous payez de l'impôt, vous avez intérêt aujourd'hui à cotiser pour augmenter votre retraite déjà, et puis bénéficier d'un avantage fiscal qui est certain. La nouveauté du PER, c'est que même ceux qui ne payent pas d'impôt ont intérêt à cotiser à l'épargne retraite, puisque à la sortie, ils seront moins imposés, et ils seront imposés que sur les plus-values. Donc c'est la seule différence, c'est la seule nouveauté fiscale du PER, ça ouvre ces régimes-là à des personnes qui ne payaient pas forcément d'impôts, qui considéraient qu'elles n'avaient pas forcément intérêt à le faire. On arrive à la fin de cette émission. Merci d'y avoir répondu. Merci à vous d'être présents. Merci à ceux qui sont en ligne sur YouTube sur le sujet. Je précise que cette émission sera disponible en replay sous quelques jours. Je vous rappelle le prochain rendez-vous de Préfonds TV. Nous serons présents à Rennes le 9 mars 2021 dans les conditions de direct, pareil, avec une retransmission sur YouTube et sur le site www.prefonds.tv. Merci à tous et puis à bientôt.